Bienvenue dans l'Almanach, le podcast de Bretagne Culture Diversité, dans lequel des historiennes et des historiens nous racontent des événements qui ont marqué la région, au regard de leurs dernières recherches et à l'aide d'archives mises en son. À la page du jour, l'été 1944. Le lieu, la Bretagne. L'avancée des troupes alliées de libération provoque la fuite de l'occupant allemand et d'une partie de ses collaborateurs locaux. Très clairement, ce sont les plus compromis, les plus menacés potentiellement, ou qui se considèrent comme tels, qui ont bien compris que leurs engagements antérieurs risquaient de leur attirer des ennuis à eux ou à leur famille à la libération qui s'annonce. C'est clairement eux qui fuient les premiers. Marc Bergère est professeur d'histoire contemporaine, spécialiste de l'épuration. Il a récemment publié l'ouvrage Ligne de fuite, l'exil des collaborateurs français après 1945, dans lequel il s'intéresse aux écrits de ces exilés, notamment bretons. Le but de cette littérature, c'est de développer une sorte de contre-mémoire de la libération, de contre-mémoire de l'occupation, de contre-mémoire donc de l'épuration. Il y a une spécificité dans le cadre du mouvement breton. Toute l'idée, c'est de dire qu'ils ne sont pas persécutés ou qu'ils ne subissent pas la répression en raison d'une collaboration avec l'ennemi, mais en tant que militants culturels. Dans cet épisode, vous allez nous raconter cette fuite, cet exil, mais aussi l'écriture, dès les premières années d'après-guerre, d'une histoire encore clivante autour de la collaboration d'une partie du mouvement breton. Et pour bien comprendre de quoi ces gens seront ensuite accusés, il est important de revenir un tout petit peu en arrière, sous l'occupation, et sur ce que représente le collaborationnisme. On a tendance à se focaliser sur la collaboration la plus dure, pourtant il y a différents degrés d'engagement, si on peut parler ainsi. Tout à fait, vous avez raison. Le collaborationnisme tel qu'on le définit, il suppose une adhésion, il suppose un enrôlement, il suppose un engagement. Donc il y a bien une gradation par rapport à cela. Et fort effectivement de ces trois éléments, on considère traditionnellement que le collaborationnisme il peut être intellectuel, donc l'adhésion idéologique, à l'Allemagne ou au fascisme italien. Il peut être politique, avec l'adhésion à des partis qu'on qualifie de partis collaborateurs, mais souvent, vous avez raison, de partis collaborationnistes, qui étaient donc des partis autorisés par l'occupant. Et puis donc il peut être aussi en termes d'enrôlement, il peut être policier, avec des gens qui acceptent de jouer les rôles de supplétifs des forces de répression allemandes qui elles-mêmes sont très diverses. Et il peut même être militaire, et là aussi, dans la même logique des gens qui acceptent d'être des supplétifs soit sous uniforme français, mais aussi parfois sous uniforme donc allemand. On retrouve toute cette diversité en Bretagne comme ailleurs, notamment du côté des partis collaborationnistes. On les retrouve, ils sont assez actifs et influents en Bretagne, mais enfin, pas plus ni moins qu'ailleurs, et il faut bien que tous les auditeurs comprennent que, d'une manière générale, en Bretagne comme ailleurs, le collaborationnisme est extrêmement marginal, et que l'adhésion à ces partis est très très marginale. Ils sont, il faut bien le reconnaître, la plupart du temps assez honnis de l'opinion en Bretagne comme ailleurs. Mais il y a une spécificité bretonne. Il y a un parti, parmi les partis que l'on peut considérer comme collaborationnistes, il y a le Parti national donc breton, le PNB. Donc oui, on retrouve cette diversité, puisque de fait, si je reprends ma typologie de tout à l'heure, du collaborationnisme intellectuel, oui, on en a. C'est toujours difficile d'isoler des noms, mais c'est vrai que on pourrait considérer que la personnalité de Ropard-Zémond, grand linguiste par ailleurs, et son rôle au sein de Radio Rennes-Bretagne, mais aussi le rôle qu'il accepte de jouer à travers l'Institut celtique de Bretagne, qui a clairement quand même pour vocation de rallier les élites culturelles et intellectuelles bretonnes à la cause bretonne, et aussi, il faut bien reconnaître, collaborationniste à certains égards. Donc on a des intellectuels, on a des politiques, autour justement du Parti national breton, et autour de toute sa presse, et de toute une presse nébuleuse qui gravite autour. C'est bien sûr les Delaporte, c'est Fouéré, c'est la Bretagne, c'est Mordrel avec Brézotao, avec leur bretonne, et puis on aura aussi des engagés militaires. Alors, j'allais dire, à minima, qui portent l'uniforme pour être service d'ordre du PNB, bon, ça c'est, c'est un moindre mal quelque part, les Bagadouchtourm notamment, et puis des engagés militaires qui iront plus loin, y compris dans la lutte contre la résistance, contre les maquis, et qui pour certains d'entre eux finiront même sous uniforme allemand, c'est notamment donc l'unité Perrault, le Bézen-Perrotte, les Lenné, Feutren, Eusaf et bien d'autres encore, même si, quand je dis bien d'autres encore, ils ne sont pas, on aura l'occasion d'en parler, ils ne sont pas non plus des milliers et des cents, ça reste effectivement des effectifs activistes, mais limités. À l'été 1944, de nombreux collaborateurs s'enfuient donc devant l'avancée des troupes alliées en Bretagne. Voilà par exemple comment Ropars-Zémond, que vous évoquiez, a décrit sa fuite. Le récit, daté du 3 mai 1945, est versé à la procédure de son procès. J'ai continué mon emploi à Rennes-Bretagne jusqu'au 1er août 1944.
date à laquelle les forces américaines arrivèrent aux portes de Rennes. Un tir d'artillerie s'étant déclenché, j'ai quitté mon bureau pour essayer de rejoindre mon domicile, boulevard de Metz, 110. Arrivé à la hauteur de la gendarmerie, rue de Fougères, j'ai rencontré un camion civil dans lequel se trouvaient plusieurs membres des familles des hommes de la formation Perrotte. Parmi ceux-ci, je connaissais Guyès. On m'invita alors à monter après m'avoir déclaré qu'ils quittaient tous Rennes, les Américains étant sur le point de pénétrer dans la ville. Une partie repartent, comme on le dit parfois, dans les fourgons de l'ennemi, mais c'est pas complètement faux. Une grande partie de ce collaborationnistes qui fuient la France et choisissent le refuge allemand le font à la suite et ou avec des convois allemands, et on voit ça dans pas mal de villes, et pas seulement en Bretagne. Commence alors ce que vous appelez un refuge en Allemagne qui se transforme en exil au printemps 1945 quand il devient clair que la victoire alliée est définitive. D'abord dans les pays frontaliers, puis dans des destinations plus lointaines à partir de 1946, et vous insistez sur l'importance de l'accueil dans certains pays. Il y a une question purement logistique, mais ça c'est une conviction que j'ai, et puis surtout c'est un constat, c'est un principe de réalité. Il n'y a pas d'exil réussi et ou durable sans filière. Bien sûr, on peut toujours se débrouiller par ses propres moyens, mais ça va mieux pour des filières parce qu'il faut des papiers, il faut de l'argent, il faut des moyens, il faut des relations aussi, donc il faut du capital à la fois sans et trébuchant, mais aussi social et culturel. Par ailleurs, un exil n'est vraiment réussi que s'il y a un accueil collabo, c'est comme ça que je l'appelle, et de fait, dans la plupart des pays que j'ai pu étudier, cet accueil collabo fonctionne, et puis si on espère rester durablement dans un pays, il faut pouvoir quand même compter à minima, à moins de s'y cacher véritablement, mais si on veut y reprendre sa vie normalement, et sous sa vraie identité, ou pas d'ailleurs, mais il faut aussi pouvoir compter sur des connivences gouvernementales. Il y a clairement des pays qui offrent des facilités, si je puis dire, qui voire même font appel et organisent la venue de ces collabos. C'est le cas de l'Argentine, par exemple. Bon, il est évident que l'Espagne, le Franco, offre aussi des facilités. Mais il faut bien reconnaître qu'il y a toute une autre série de pays, potentiellement démocratiques, qui sont plus ou moins complaisants, on va dire, et offrent un certain nombre de libéralités. On ne peut pas dire que l'Italie, par exemple, voilà, ne fera grands efforts pour effectivement donc rendre les collaborationnistes à la France. Bon, notre collègue Van Dogen qui a étudié la Suisse montre bien que là aussi, ils ont pu compter quand même sur certaines libéralités, certaines tolérances. On a vu ça en Irlande, j'ai moi-même constaté au Canada aussi. Donc il y a cette dimension-là qui est importante. Dans le cas des Bretons, au Pays de Galles notamment, il y a un Welsh Breton Committee qui se constitue en 1947. C'est le résultat d'une campagne de presse menée par des Bretons exilés au Pays de Galles et par leur soutien gallois. Car vous le disiez en introduction, tous les Français exilés, ce n'est pas une spécificité bretonne, écrivent et publient assez rapidement. On l'a vu en vertu de la typologie du collaborationnisme, il y a quand même pas mal d'intellectuels, de journalistes, de publicistes, d'hommes de plume, etc. De fait, il y a déjà un vivier qui est favorable par rapport à ça. Alors pourquoi le font-ils ? C'est d'abord une sorte de littérature de témoignage qui vise à dénoncer l'épuration dont ils sont victimes, à en dénoncer les excès, à en dénoncer l'arbitraire, à en dénoncer aussi le côté révolutionnaire, bien évidemment que les communistes sont considérés comme lourdement responsables et donc dénoncer une sorte de terreur rouge. Et assez vite, effectivement, cette littérature trouve des relais aussi, alors des relais à l'extérieur, à l'étranger, mais aussi des relais en France, dans une certaine presse de droite, faut bien le dire, et voire même d'extrême droite, et surtout une sorte de presse un peu néo-vichiste à certains égards. Le but de cette littérature, c'est de développer une sorte de contre-mémoire de la libération, de contre-mémoire de l'occupation, de contre-mémoire donc de l'épuration. Cet objectif est très clair si on lit par exemple Célestin Lenné, représentant de la branche la plus dure de la collaboration du mouvement breton. Pourquoi écrire ? Pour marquer l'impuissance ? Je le vois ainsi pour la plupart des littérateurs. C'est un moyen mineur de l'action. L'acteur précède l'historien et je me méfie trop de celui-ci pour lui laisser le champ libre. Il me faut être aussi mon historien. Tant qu'à voir déformer ce qui fut la réalité pour créer ce mensonge officiel qu'on appelle l'histoire, je crois que c'est moi-même qui suis le meilleur témoin, qui déformerait le moins. On voit bien que là, clairement, bon, outre le peu de cas qu'il fait des historiens, mais il a la vocation justement de contribuer, vous voyez, je parlais d'une contre-mémoire, à écrire ces vérités de ce que fut son combat. Et c'est intéressant parce que Célestin Lenné et ses hommes sont au centre de l'argument qui prend forme dès 46-47 que vous évoquiez en introduction. Il est notamment présenté par Yann Fouéré dans une brochure publiée d'abord anonymement par le parti nationaliste gallois et qui explique que l'engagement d'une minorité sous uniforme allemand contre la résistance aurait servi d'alibi à la libération pour discréditer tout le mouvement breton, d'où ce qui est décrit comme une persécution de militants de la langue et de la culture bretonne sans lien avec l'occupant.
Et c'est sur cette base qu'une délégation galloise visite la Bretagne au printemps 1947 pour enquêter sur l'épuration du mouvement. Oui, alors ça peut paraître surprenant, et en même temps ça nous dit quelque chose quand même de l'activisme de ces gens-là. Ça reste des minorités d'activistes, mais suffisamment justement activistes, bénéficiant souvent de suffisamment de relais dans les pays en question pour y trouver un certain écho. Et y trouver un certain écho au point d'inquiéter parfois les nouvelles autorités françaises, que ce soit les nouvelles autorités françaises en métropole, ou que ce soit les postes consulaires ou d'ambassade à l'étranger. Moi, je l'avais constaté déjà, par exemple, pourtant, ils ne sont que quelques poignées de réfugiés politiques, puisqu'on les considère comme cela, donc de collaborationnistes réfugiés au Canada et au Québec en particulier. Mais trouvant là aussi des échos dans une certaine presse clérico-nationaliste, etc., ils vont faire suffisamment de bruit au point que finalement l'ambassadeur de France au Canada va être obligé d'organiser une vaste conférence de presse qui va surprendre un peu son monde pour expliquer à la presse canadienne et internationale de manière générale ce qu'il appelle ses vérités sur l'épuration. À un moment donné, ils se sont presque dans l'obligation de répondre finalement à cette contre-mémoire qui est en train de se construire, dont on parlait tout à l'heure. Si je prends cet exemple, c'est parce que c'est au même moment exactement ce qui se passe aussi à Londres, où l'agitation que provoque un certain nombre de Bretons, notamment avec cette brochure de Fouéré dont on a parlé, mais finalement la décision est prise avant, donc on voit bien que c'est toute la campagne de presse qui est menée avec le soutien de certains membres du parti nationaliste gallois notamment, qui, quand je dis oblige, il n'y a rien de l'obliger à faire cela, mais donne l'idée à l'ambassadeur de France à Londres de proposer en toute bonne foi à une délégation galloise eh bien, de venir constater par eux-mêmes qu'effectivement ce que racontent les exilés n'est pas exact, et c'est toute l'ambiguïté et tout l'objectif de cette fameuse commission composée de 8 membres. La proposition de cette commission est faite dès janvier 1947. Les Gallois réfléchissent, puis désignent une commission constituée pour l'essentiel d'intellectuels, plutôt d'universitaires. Ils séjournent donc au printemps 1947 en France et en Bretagne en particulier, et ils rendent ensuite un rapport en 3 langues, anglais, gallois et français, en juin 1947. Extrait de la version française du rapport de la délégation. La délégation s'est rassemblée à Londres le 21 avril au matin. Nous avons atteint Paris le même soir et sommes arrivés en Bretagne le lendemain. Nous avons séjourné à Rennes, à Morlaix et à Vannes, et au cours de notre randonnée avons visité Saint-Brieuc, Paimpol, Quimper, Pont-Aven et Josselin. Partout, les préfets, les maires, l'université de Rennes, les représentants des associations bretonnes nous réservèrent leur meilleur accueil. C'est intéressant parce que ce rapport ne va pas avoir le résultat escompté pour son commanditaire, si je puis dire. C'est un petit peu l'inverse de ce que pouvait attendre l'ambassadeur à Londres qui se passe. Même si, quand on le lit, je l'ai ici sous les yeux, quand on lit ce rapport, le rapport reste quand même assez prudent sur l'angle politique et la délégation n'apporte finalement pas vraiment de nouveau et encore moins de preuves aux allégations d'excès ou de persécution systématique du mouvement breton. Quant à ceux des militants et leaders politiques bretons, qui furent traduits en jugement sous l'accusation de collaboration avec les Allemands, il nous est apparu qu'ils furent jugés comme tous les autres Français, objet de la même accusation, conformément à la loi française. Quand on lit bien le rapport, on constate que son projet était ailleurs, car pour l'essentiel, le rapport porte plutôt sur, et c'est aussi une autre façon de le lire qui n'a pas été la mienne, bien sûr, moi j'en ai fait une lecture plus politique, mais l'essentiel du rapport, encore une fois, il porte sur l'enseignement de la langue, de l'histoire, de la culture bretonne en Bretagne, et l'essentiel des préconisations d'ailleurs qui sont faites dans ce rapport concernent strictement cette dimension-là. Si le gouvernement français craint la montée du séparatisme en Bretagne, le moyen de la prévenir est pourtant entre ses mains, et il est temps de prendre des mesures en faveur de la langue bretonne dans les écoles. On voit bien que là, il y a une sorte de malentendu, je pense, de part et d'autre d'ailleurs, et même dans l'usage aussi qu'on a fait ensuite de ce rapport, parce que ce rapport ne peut pas non plus avoir vraiment valeur de plaidoyer pro domo pour la collaboration ou le collaborationnisme d'une partie du mouvement breton. Cette idée du discrédit du mouvement breton et de la persécution des militants culturels par l'épuration est toujours bien ancrée. À titre d'exemple, j'ai pu entendre récemment dans un documentaire irlandais un militant breton d'aujourd'hui parler de cette période comme de, je cite, « la chasse aux régionalistes » sur le ton de l'évidence. Qu'en disent aujourd'hui les historiens ? À ma connaissance, il n'y a pas d'ambiguïté dans la communauté des historiens sur le sujet. Bien sûr que la réponse serait non à cette... Est-ce qu'il y a eu une véritable chasse aux régionalistes ? Bien sûr que non. D'autant que maintenant, je serais tenté de dire que l'épuration bretonne et l'épuration du mouvement breton est plutôt bien connue des historiens, notamment de nos collègues du CRBC de Brest, qui ont beaucoup travaillé sur le sujet.
Non, aujourd'hui, il n'y a aucune ambiguïté par rapport à cela. Il n'y a pas eu de volonté donc, de persécuter spécifiquement le mouvement breton. Maintenant, effectivement, l'historien répondrait non avec prudence, puisque de fait, il ne faut ni minimiser ni diaboliser. Et là, sans doute que le risque que comporte quelque part votre question aussi, c'est la constante instrumentalisation de la dérive, il faut bien reconnaître, et la radicalisation de quelques-uns pour ou contre le mouvement breton. Alors plutôt pour dans le cadre de votre question, c'est-à-dire que c'est le discours d'un côté victimaire qu'on connaît contre le pouvoir jacobin français, qui encore une fois d'un point de vue strictement culturel peut être audible, mais ils ont bel et bien été condamnés quand ils l'ont été pour des faits de collaboration avec l'ennemi, comme des membres du PPF, comme des miliciens, comme des membres du groupe d'action du PPF ou des francistes, etc. Donc il y a ce discours victimaire. Mais en même temps, et là les historiens par contre n'en sont pas dupes non plus, il est évident que cette dérive justement de quelques-uns, qui ne rencontraient pas d'ailleurs forcément l'assentiment de la population bretonne dans son ensemble, a pu être aussi et est encore régulièrement donc agité comme un épouvantail pour discréditer le mouvement breton. Il faut être vigilant par rapport à cela dans le sens où, voilà, ni diaboliser, ni minimiser. On l'a dit, c'est d'abord le Pays de Galles qui accueille les exilés bretons. Dans un deuxième temps, ils passent en Irlande, alors parce qu'ils idéalisent le nationalisme irlandais depuis au moins 1916, mais aussi pour des raisons beaucoup plus pragmatiques, je dirais. Le pays, qui est donc indépendant, est plus sûr que le Pays de Galles, qui lui est sous autorité britannique, et sous autorité britannique, ça veut dire sans garantie contre une extradition. Ils n'avaient pas cette garantie, c'est pour ça qu'ils partent à un moment donné, c'est qu'ils ont peur d'être extradés, soit vers la Belgique, soit vers la France, etc. Et dans ce cas-là, effectivement, d'être exposés aux tribunaux de l'épuration, alors que là, très vite, ils obtiennent cette garantie-là, ensuite ils bénéficient d'aide individuelle. Mais de là à ce que ce soit l'interceltisme idéalisé, pas complètement, d'abord parce qu'ils ne sont pas tout seuls. L'Irlande accueille d'autres minorités compromises, des Basques, des Flamands, des Croates, des Ukrainiens. L'Irlande le fait aussi pour affirmer sa souveraineté, un peu dans la continuité de sa neutralité durant la Seconde Guerre mondiale d'une part, et puis là aussi, l'anticommunisme, bien sûr, est aussi un levier important par rapport à cela. Il est difficile ensuite de savoir ce qu'ils deviennent ? Bien sûr, il y a des success stories. Goulet fera une carrière de sculpteur plutôt en vue. Fouéré avait plutôt pas mal prospéré dans une affaire de homard qu'il avait montée. Et on constate ça dans tous les pays d'accueil, il y a des gens qui réussissent bien. Dans un premier temps, quand même, c'est souvent la précarité qui domine. On ne sait pas forcément grand-chose, et ça, c'est une des frustrations de l'historien, sauf, vous voyez, les retrouver comme ça, à les voir réapparaître un peu sous les feux de l'actualité par hasard, pour le coup. Sauf si on retrouve des correspondances, etc. Mais souvent, ils sont surveillés les premières années où ils arrivent dans le pays. Et puis, voilà, l'amnistie aidant, dans les années 50, 51, 53, les grandes lois d'amnistie en France, on se désintéresse un peu d'eux. Une partie rentre d'abord. Je pense que la perspective que je défends d'ailleurs dans mon livre, la perspective pour cela, ce serait justement peut-être de recourir à une histoire familiale, parce que l'exil est aussi une expérience familiale, et on voit bien que c'est d'ailleurs par ce biais que l'on peut parfois donc obtenir des informations. Une chose est certaine en tout cas, et vous insistez à plusieurs reprises dans votre livre, vous n'avez trouvé aucune trace de remords ou de regrets dans les écrits des collaborateurs français, et cela semble être également le cas chez ceux du mouvement breton. Je vous propose pour terminer cet exemple d'un texte de Ropars-Aymon, écrit d'Irlande et publié en 1950. 4 années précieuses. Dans le quart de siècle écoulé, il se produisit un miracle. Pendant 4 ans, de 1940 à 1944, il passa un vent de liberté sur la Bretagne. Tout vrai breton put travailler presque sans tracas, et la vie de l'esprit fut florissante. Pendant ces 4 années-là, les Bretons conscients apprirent qu'ils étaient capables de s'occuper d'eux-mêmes, de leur pays, et c'est là une leçon qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Le blé lèvera à partir de la graine mise en terre à ce moment-là. Une terre amendée par les peines cruelles subies pendant la persécution. Oui, alors c'est vrai que c'est un peu décourageant à certains égards, en tant que citoyen et en tant qu'homme, si je puis dire, mais là aussi, il faut sans doute être prudent en tant qu'historien, il y a sans doute un effet de source, bien sûr, c'est sous réserve tous ceux qui n'ont pas laissé d'écrits, tous ceux dont on n'a pas retrouvé la correspondance, tous ceux, et qu'il faut bien le dire, sont les plus nombreux, sur les centaines ou les milliers de personnes dont on parle, mais à cette réserve-là, et donc à cet effet de source-là, force est de constater que, par contre, ceux dont on a gardé la trace, et ceux dont on conserve les écrits, n'expriment pas, sauf très très rare exception, le moindre remords, le moindre regret. Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est une constante qui est assez frappante. Mieux, on a pu constater
que ces microcosmes collabos qui se développent ou qui perdurent dans les pays refuges vont assez vite devenir le vivier, si je puis dire, donc de pensée néo-fasciste, néo-nazi parfois, voire même pour un certain nombre d'entre eux, le premier berceau du révisionnisme qui deviendra ensuite le négationnisme. L'Almanach est une série produite par Bretagne Culture Diversité, proposée et réalisée par Antoine Gouritin. Les archives de cet épisode ont été lues par Soisic Aubry et Nicolas Amaury. La musique originale est de Jeff Alluin. Retrouvez les références bibliographiques et sonores ainsi que les autres épisodes sur le site Bessedia et abonnez-vous dans votre application de podcast favorite pour ne pas rater les prochaines publications. Retrouvez également la série sur le mur des podcasts de Ouest France et sur l'antenne de Radio Boa et des radios associatives et locales de la Corlab.